Bienvenue à vous et merci de nous suivre pour cette table ronde numéro 2 consacrée aux atouts des francophones dans le monde des affaires. Et vous allez le voir, ils en ont. Table ronde qui se déroule pour ce forum professionnel de l'Union ALFM, pardon, l'association des anciens élèves des lycées français dans le monde. Autour de cette table ronde, virtuellement, bien entendu, il y a Georgina Siaba, qui est une ancienne élève justement de plusieurs lycées français, qui travaille aujourd'hui à Séoul, qui est responsable d'études pour la COTRA. Elle va nous dire en quoi le français a été peut-être un atout dans sa carrière et dans son début de carrière. Avec nous également Pedro Novo, qui est aussi un ancien, je crois, d'un lycée français, il nous le dira, et qui est directeur exécutif chez BPI France, la banque publique d'investissement, hein, qui s'occupe notamment donc des entreprises françaises qui veulent investir à l'étranger. Et Léa Sou aussi, journaliste franco-nigériane, qui a été longtemps un des visages de la chaîne Canal+ et de ses filiales, et qui est aussi donc membre d'une association qui s'appelle Friends of Nigeria, un organisme à but non lucratif qui se situe en France et qui s'implique dans la promotion de l'attractivité du Nigeria auprès des investisseurs et des entreprises françaises et européennes. Et nous sommes aussi avec Henri Elie Monceau, qui est avec nous, qui est directeur de la francophonie économique et numérique. Il a été nommé par la secrétaire générale de la francophonie, Madame Louise Mouchiki-Wabo. Et avec vous, quatre, nous allons donc parler aujourd'hui des atouts des francophones dans le monde des affaires. Et je vais rappeler déjà quelque chose, c'est qu'on dit que le français est la troisième langue au monde, donc dans le monde des affaires, ce qui n'est pas rien. Et pour rappel aussi à ceux qui nous suivent, aujourd'hui nous sommes à peu près 200 à 250 millions de locuteurs francophones dans le monde. On dit qu'à l'horizon 2050, on sera proche des 700 millions. Donc effectivement, il y aura des affaires, il y aura des échanges. Et je vais me tourner peut-être d'abord vers vous, Georgina Siaba, donc qui est à Séoul, ancienne donc de plusieurs lycées français, et qui est embauchée donc par la COTRA. Pourquoi, euh, selon vous, le français a-t-il été un avantage pour vous faire embaucher par cette entreprise en Corée du Sud? D'accord, donc moi j'aimerais bien déjà introduire la COTRA, donc c'est l'agence de coopération économique sud-coréenne. Donc une structure publique qui est destinée à faire la promotion de l'investissement coréen à l'étranger. Et en tant que structure de coopération économique, euh, la COTRA fait appel déjà pour que cette coopération réussisse au facteur capital humain et représente une opportunité dans la diversité des savoirs qu'elle prévaut. Et à côté, pour que la Corée accompagne cette coopération économique, elle n'arrive pas à identifier dans certaines zones géographiques des experts coréens, non pas par manque d'aptitude, mais parce que ce ne sont pas ils n'ont pas pour foyer d'expatriation la seconde zone où moi j'interviens, à savoir l'Afrique, des pays d'Afrique de l'Ouest et des pays d'Afrique centrale tels que la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Cameroun et le Congo. Donc pour faire face à cela, et il y a même un quota qui est destiné aux candidats francophones pour remplir les missions de la quota dans ces zones-là. Et justement, c'est là que parler le français devient carrément un atout. Je tiens également à préciser que c'est vrai que la langue officielle en Corée, c'est l'anglais. Mais si on veut prendre l'exemple d'un chef d'entreprise coréen situé dans une région reculée et d'une société manufacturière, il parle même pas en fait l'anglais, il parle de façon basique son coréen et du coup ce sera pas le français qu'un tel client pourrait maîtriser comme langue. C'est ce qui a fait la différence par les Français, peut-être?
Oui, parler français a fait la différence par rapport à la zone d'intervention qui m'a été assignée, à savoir les pays d'Afrique de l'Ouest, le Sénégal, la Côte d'Ivoire et les pays francophones d'Afrique centrale, le Cameroun et le Congo. Mais en supplément et en tant qu'ancienne des lycées français du monde, euh, moi j'aime bien m'exprimer à loisir là-dessus et dire on a des formations très tôt et on nous inculque l'apprentissage de différentes langues. Moi, j'ai appris le mandarin au lycée français de Séoul et puis on avait des classes vertes et des classes rouges qui étaient en totale immersion dans des régions coréennes. Donc, du coup, j'ai pu avoir quelques aptitudes que j'ai développées ensuite à l'âge adulte concernant le coréen et le mandarin qui ont aussi fait mon atout dans le cadre d'un recrutement à la COTRA. Donc, être un ancien des lycées français du monde, de par l'éducation de qualité que nous confère l'AEFE, on est souvent vu comme des moutons à cinq pattes pour certains recruteurs. Henri Alimonceau, vous êtes donc directeur de la francophonie économique et numérique et j'imagine que ce que vient de dire Georgina Siaba, ça vous parle. Aujourd'hui, parler français, peut-être en plus d'autres langues, c'est évidemment un avantage et notamment, comme le disait Georgina Saba, c'est aussi un avantage quand certains pays, quand certaines entreprises étrangères veulent se développer dans des pays francophones, comme elle l'a évoqué là, notamment en Afrique de l'Ouest. Madame Schiappa a rappelé une chose extrêmement importante qui est le fait, elle mentionnait la Corée du Sud, qui est le fait que la majeure partie de la population mondiale aujourd'hui ne parle pas une des langues, des grandes langues commerciales, hein, les langues locales restent extrêmement fortes, et donc il ne suffit pas de maîtriser une langue internationale pour pouvoir se débrouiller à l'échelle mondiale. Vous mentionnez les chiffres en termes de population francophone aujourd'hui. Globalement, la francophonie, l'espace francophone, c'est 14% de la population mondiale et 14% du PIB mondial. Donc, c'est extrêmement important à l'échelle des échanges économiques et commerciaux mondiaux. Et d'ailleurs, à propos de la Corée du Sud, qui est un État observateur de l'Organisation internationale de la francophonie, qui démontre d'ailleurs, hein, vous savez qu'il y a aujourd'hui 88 États qui sont observateurs ou membres de plein droit ou associés au sein de la francophonie, alors que dans le monde, seuls 32 États ont le français comme langue officielle, uniquement ou avec d'autres langues officielles. Donc on voit bien dans ce delta entre 32 et 88 qu'il y a un intérêt important pour les États aussi d'intégrer cette dimension francophone par rapport à leur propre développement international. C'est une réalité qui, en effet, est forte depuis longtemps et qui a tendance à se renforcer encore. Henri Manchot, ce qu'on comprend bien aussi, c'est que ce ne sont plus seulement les pays francophones qui vont échanger, commercer entre eux, mais aussi donc ces pays étrangers, hein, et ça devait être le cas depuis longtemps, mais en plus là qui voient le développement aussi de la langue française dans le monde, hein, dans les futures années, et qui se disent là, il y a aussi un potentiel assez énorme et qui vont aller recruter justement des Georgina Siaba et bien d'autres aussi pour avoir aussi cet atout culturel et linguistique dans le monde des affaires. Les relations d'affaires, la manière de construire un système économique basé sur les échanges à l'échelle internationale n'est pas simplement affaire, disons, de connexion ou d'intérêt économique immédiat. Il y a aussi une réalité souvent complexe à prendre en compte par rapport à des complémentarités. Hein, où peut-on, par exemple, acheter des matières premières qui pourront être développées de manière optimale dans un autre endroit? Et donc, de quoi a-t-on besoin pour faire cela? Là, je vous parle de Kinshasa. J'étais en Afrique de l'Ouest il y a quelques jours et la responsable de notre représentation pour l'Afrique de l'Ouest à Lomé me disait qu'aujourd'hui, les échanges entre l'Asie du Sud-Est, le Vietnam, le Cambodge, le Laos et les pays d'Afrique de l'Ouest, notamment le Togo,
le Sénégal sont extrêmement importants sur toute une série de matières parce qu'il y a complémentarité concrète. Donc là, par exemple, si vous voulez faire du commerce entre ces deux zones, il faut absolument pouvoir maîtriser le français, qui va être la langue internationale que posséderont le mieux les acteurs locaux intermédiaires, disons. Alors peut-être que les personnes qui vont gérer les affaires à un niveau supérieur maîtrisant plusieurs langues, mais en même temps, si vous voulez entrer en contact avec les producteurs, avec les entreprises locales, il faut posséder le français. Donc, c'est une réalité qui est extrêmement concrète. Et justement, ben, je voulais en parler avec Pedro Novo aussi, hein, qui est un ancien aussi d'un lycée français, et donc qui est directeur exécutif en charge de l'export chez BPI France, qui est donc cette banque publique d'investissement qui aide notamment les entreprises et les entrepreneurs français à se développer et à s'exporter à l'étranger. Pedro Novo, qu'est-ce que vous conseillez justement à ces entrepreneurs qui veulent se développer à l'étranger? Certains, bon, ben, ne maîtrisent pas forcément très bien l'anglais. J'imagine, malgré tout, que vous leur conseillez quand même de parler la langue du pays dans lequel ils vont se développer. Et j'imagine aussi que vous leur dites, surtout, n'abandonnez pas le français, non? Alors, d'abord, merci de m'associer à cette réflexion. C'est un sujet qui nous est effectivement très cher. Et alors, je voulais commencer à vous écouter par un scoop. Nous avions rencontré la baronesse Fairhead en Grande-Bretagne lorsqu'elle était en poste à la tête du commerce extérieur britannique. Eh bien, elle nous avait révélé un secret que je qui était de dire, vous savez, nous, nation britannique, nous avons un pays de shopkeepers, c'est-à-dire d'entrepreneurs qui à l'international, au développement export, à la prise de risque, à la découverte de nouveaux horizons, on n'aime pas bouger, voyager, etc. Et à l'écouter, on aurait presque dit une espèce d'autoflagellation d'entrepreneurs qui parfois, au international, ne se sentant pas prêts à la maîtrise des langues étrangères. Évidemment, il faut progresser. Évidemment, il faut pouvoir être capable de s'adresser à des clients dans leur propre langue. C'est une des données qui est essentielle. Mais pour autant, nous n'avons pas à rougir de la maîtrise de cette langue-là si elle complète naturellement déjà une langue comme l'anglais, par exemple. Il est parfois des pays ou des régions dans ces pays où la pratique de l'anglais n'est même pas maîtrisée. Que ce soit en Corée, que ce soit en Chine, que ce soit au Japon, où finalement vous trouvez assez régulièrement des interlocuteurs qui ne maîtrisent pas ni l'anglais et pas forcément le français. Pour autant, et j'en viens, pour les années qui viennent, nous avons parlé d'Afrique, il n'y a pas évidemment que l'Afrique, on trouve même des Américains qui parlent français, mais c'est vrai qu'en Afrique, nous avons déjà une densité très forte et en devenir de potentiel de marché avec, au-delà de la langue commune, un droit commun, la zone OHADA, une monnaie commune, le franc CFA, et une culture commune. Voilà. C'est quand même essentiel d'avoir ça en tête parce que dans la dimension culturelle qu'offre la pratique de la langue française dans les affaires, je vais vous livrer une deuxième anecdote. Nos camarades allemands ne parvenaient pas à boucler les opérations et les transactions en cours de négociation. Ils ne se comprenaient plus dans le process, la méthode, la culture et la langue. Et donc, ils ont fini par venir nous chercher, nous Français, permettant ainsi d'embarquer dans ces transactions des entreprises françaises, tout simplement parce que sinon, cette opération industrielle était perdue pour les Allemands. Eh bien, voilà une démonstration qui, grâce à la maîtrise pour nos entrepreneurs qui ont été embarqués d'une langue, d'une culture, d'une méthode, d'un savoir-être, d'un savoir-faire, eh bien, nous avons pu gagner des deals en Afrique de l'Ouest qui étaient réservés à des entreprises allemandes au préalable. Voilà une anecdote pour vous révéler tout le potentiel le gisement de valeur que représente finalement cette maîtrise de la langue. Elle ne suffit pas, je vous rejoins, mais en revanche, c'est un véritable acquis et un asset pour nos entrepreneurs. Et je vais me tourner vers vous, Eliassou. Vous êtes donc journaliste franco-nigériane. Vous êtes membre aussi donc du conseil honoraire, pardon, de l'association Friends of Nigeria. Et le Nigeria, justement, en Afrique de l'Ouest, il a une place à part parce que c'est un pays
anglophone. On l'appelle souvent aussi la locomotive économique de l'Afrique. Hein, c'est la première économie du continent. Il a une place à part parce qu'il est entouré quand même malgré tout de pays francophones. Hein. Quel est vous qui êtes donc dans cette association qui s'implique dans la promotion de l'attractivité, hein, donc du Nigeria auprès des investisseurs et des entreprises françaises et aussi européennes. Quel est justement ce que vous dites aux entrepreneurs peut-être nigérians et aussi aux entrepreneurs français et européens pour qu'ils s'entendent? Est-ce que la langue, justement, vous dites aux Nigérians, parler français, ce serait pas mal? J'imagine qu'il y a déjà beaucoup de gens qui parlent français au Nigeria. Alors, il n'y a pas beaucoup de gens qui parlent français Non. Au Nigeria. Je suis désolée d'apporter une note de réserve à ce que j'ai entendu jusqu'à présent, qui est une ode à la langue française. Ma consoeur des tables rondes disait tout à l'heure qu'elle était un mouton à 5 pattes, je le suis également. Je suis née au Nigeria, je suis anglophone de naissance, j'ai été scolarisée en anglais jusqu'à mes 15 ans et j'ai fait le choix euh, d'embrasser la langue française euh, et de faire ma vie professionnelle par la suite en France. Donc c'est un vrai choix personnel, guidé par des lectures, par l'idée que j'avais de la France, de Paris, voilà. Donc cette fierté de la langue, je la comprends et je la partage. En revanche, euh, il y a quelques points que j'aimerais faire passer pour les gens qui sont intéressés par un développement sur les territoires africains anglophones et notamment le Nigeria. J'aimerais leur dire d'abord, pour les francophones qui cherchent ces opportunités, qu'ils ont raison parce qu'il y a une demande. Alors c'est une demande de niche, mais elle existe. Euh, on voit, on sent une poussée au Nigeria sur la dernière décennie et une accélération sur les 3-4 dernières années d'entreprises qui ont le besoin, le souhait de sortir du marché national aussi grand soit-il. C'est souvent le cas de grands groupes, hein, c'est le groupe Dangote, c'est GT Bank, c'est aussi des startups ambitieuses qui sont beaucoup dans le domaine du numérique. Euh, Très simplement, il y a cette envie de pousser euh, en dehors des frontières du pays parce que tout simplement, voilà, elles cherchent des relais de croissance, parce que aussi elles veulent devenir des players mondiaux et que la façon la plus simple, quand on est une entreprise nigériane, de devenir un player à l'échelle globale, c'est de devenir une marque de référence à échelle panafricaine, déjà pour commencer. Et donc, comme vous le disiez très justement, Marian, bah, le Nigeria, c'est un géant entouré de cousins francophones. Donc, les premiers marchés de choix sont des marchés français, francophones en tout cas. Donc, il y a cette place-là, il y a cette opportunité pour des Africains francophones qui auraient envie de trouver des opportunités de travail au Nigeria. En revanche, et c'est là où j'apporte un petit caveat, c'est qu'il y a plusieurs choses que les candidats doivent garder en tête. La première, c'est que la barrière à l'entrée pour vous, elle sera un tout petit peu plus élevée. Vous n'êtes pas un candidat naturel. Une entreprise nigériane, elle va d'abord chercher un candidat nigérian. Et il y a du monde pour remplir ces places. En plus, c'est un contexte socio-économique qui est très particulier. C'est une confédération. Entre le Cross River State où moi je suis née et Lagos, il y a déjà rien à voir. Donc, la deuxième chose que j'aimerais vous inciter à faire, c'est de réfléchir à quel type d'entreprise vous souhaitez vous adresser et vous brander en conséquence. C'est-à-dire vous construire une empreinte qui vous permet de devenir visible pour ces recruteurs pour lesquels vous n'êtes pas un candidat naturel. Et la chose formidable aujourd'hui, c'est qu'avec l'explosion d'Internet et des réseaux sociaux, il n'y a plus de barrières en réalité. Donc, vous avez votre présence en ligne francophone, ceux-là, ils vous connaissent.
travailler à proposer du contenu aussi en direction des recruteurs des pays anglophones que vous visez pour qu'ils comprennent que vous êtes un spécialiste dans votre domaine et qu'ils comprennent aussi que vous maîtrisez suffisamment l'anglais des affaires pour devenir un candidat sérieux. Et juste pour Pour vous, terminer Eliassou, rapidement, je suis excusez-moi, je vous désolée. coupe. Oui, Oui, excusez-moi, je vous coupe, mais pour vous, malgré tout, et notamment donc au Nigeria, là, dont vous parlez, il faut d'abord parler cet anglais du monde des affaires, hein, c'est un prérequis. avant tout, oui. Oui, c'est une nécessité. En fait, le français devient cette valeur ajoutée, mais en seconde intention, j'ai presque envie de dire. Henri Monceau, comment réagissez-vous à ce que dit justement à l'instant Eliassou, qui dit oui, oui, c'est bien de parler français, mais dans un pays qui est un géant économique comme le Nigeria, ça suffit pas forcément à faire la différence. Il faut quand même aussi avoir une formation, peut-être aussi du côté des startups, une créativité qui fait la différence. Voilà, avoir un profil particulier. Le français y participe, mais c'est pas la seule chose qui peut faire la différence. Ce qui est fondamental, c'est évidemment le multilinguisme. Et vous ne pouvez pas imaginer aujourd'hui faire des affaires, vous ne pouvez pas imaginer travailler dans le monde du numérique sans posséder une bonne base en anglais et probablement de plus en plus aussi d'ailleurs en chinois. Près d'un quart des publications concernant l'intelligence artificielle aujourd'hui sont en chinois uniquement. Et vous savez que en matière de valorisation de l'économie des données, donc les entreprises qui aujourd'hui font du profit à partir des données, eh bien 90% se trouvent soit aux États-Unis, soit en Chine. C'est une réalité. Donc on ne peut évidemment pas la nier, mais le mantra, si je puis dire, de la francophonie a toujours été le multilinguisme. Depuis l'origine, c'est vraiment une constante, ça a été une volonté forte. Et ce multilinguisme, aujourd'hui, il peut être conçu comme réellement charnière, parce que le français est à la fois une de ces langues qui, entre l'anglais, langue générique de premier plan pour ce qui concerne les affaires, et puis les langues locales ou régionales est une des langues qui restent et qui sont de plus en plus parlées. Donc c'est comme ça, à mon sens, qu'il faut voir la valeur ajoutée. Par contre, pour ce qui concerne la question de l'innovation et de la créativité, là, bien sûr, je suis tout à fait d'accord quant au fait qu'il s'agit d'atouts clés. Hein, tous nos programmes, d'ailleurs, sont orientés en direction de la promotion de l'innovation et de la créativité. Mais l'idée selon laquelle cette innovation, elle serait plutôt anglo-saxonne ou anglophone, est évidemment un biais. Hein, c'est un point aveugle, je crois, qui est lié à une forme de domination et j'en parlais à propos du numérique, des circuits, des tuyaux et donc finalement de peu circuler ces entreprises, mais on trouve, pardon, dans ces circuits, mais par contre, on trouve énormément de propositions extrêmement intéressantes, tout à fait valorisables et de plus en plus valorisées, qui viennent de territoires qui ne sont pas du tout spécifiquement anglophone. Il ne s'agit pas uniquement d'ailleurs des territoires francophones, mais en Amérique latine, par exemple, dans la sphère portugaise, énormément de propositions de valeurs créatives. Les startups, les jeunes pousses, comme on dit en français, ou les les scale-up, ne sont pas une particularité anglo-saxonne. Il y a un biais en Afrique, évidemment, puisque la valorisation financière, là où se porte l'investissement sur les startups est plus significatif dans la partie anglophone, pour une série de raisons dans lesquelles je n'entre pas maintenant, mais qui, encore une fois, ne traduisent pas réellement le fait qu'il y aurait une proposition qui, sur le plan de la créativité, serait fondamentalement différente. Et ça, c'est un enjeu qui est essentiel pour le monde francophone notamment,
pour ce qui concerne l'Afrique. Et c'est pour ça que dans le cadre de la francophonie, aussi bien l'Organisation internationale de la francophonie que l'Agence universitaire francophone, qui réunit plus de 1000 universités et centres de recherche, nous mettons vraiment l'accent sur cette dimension et sur la façon dont ces entreprises peuvent aujourd'hui accéder à l'investissement, peuvent mobiliser, peuvent syndiquer des investisseurs poids lourds, je dirais, pour tenter de gommer cette perception selon laquelle forcément les investissements iraient de préférence au monde anglophone. Oui, donc Henri Manceau, ce qu'on comprend bien aussi, c'est la création d'une culture commune, peut-être de valeurs communes à travers ces études. Et justement, je voudrais m'adresser à ces anciens des lycées français, Eléa Sou, Georgina Siaba, Pedro Novo. Vous êtes donc tous trois d'anciens élèves des lycées français. Est-ce que vous avez l'impression, en ayant été élève de ces lycées français, d'avoir une culture commune? Georgina Siaba, je vais aller vers vous parce que je crois que vous avez été dans 3 lycées français différents. Est-ce que vous avez toujours retrouvé un peu le même état d'esprit, justement? Exactement. Donc, pour précision, moi, je suis une ancienne des lycées français de Séoul, de Kinshasa et de Yaoundé. Et justement, on a usage de dire qu'on se côtoie tous autour de la culture française. Et justement, le fait qu'il y ait cette présence-là et que les lycées français soient desservis un peu partout dans le monde grâce à l'AEFE, moi, ça m'a permis d'avoir justement une continuité dans ma scolarité. Donc, je peux dire que oui, on parle le même langage et on vit des expériences communes et donc du coup, on a une langue commune. Ilassou, est-ce que vous partagez ce point de vue de Georgina Siaba, cette culture commune qui commence dans ces lycées français disséminés un peu partout dans le monde? Je suis complètement d'accord. Alors moi, je suis une ancienne du lycée français Gebré Mariem d'Addis Abeba en Éthiopie. Et au-delà de cette langue qu'on a en commun, moi, ce que je retrouve beaucoup, c'est un état d'esprit. Je me reconnais dans leur créativité, dans leur agilité, leur facilité à s'insérer dans des nouveaux environnements euh, sans trop de crainte. Voilà, il y a quelque chose un espèce d'esprit pionnier, si je peux le dire comme ça, de manière un peu pompeuse peut-être, qu'on a tendance à partager, qui, moi, à chaque fois, me remplit de joie, je dois dire. Alors parfois, on reproche au lycée français un côté un peu élitiste aussi, de gens plutôt fortunés qui y entrent. Est-ce que c'est vraiment ça, les lycées français? Oui et non. En fait, moi, j'étais entourée de profils extrêmement différents. Si je prends mon cas personnel, j'avais des fils d'ambassadeurs, effectivement, j'avais des filles de grands industriels, j'avais aussi des locaux, des Éthiopiens, dont les parents avaient économisé dès la naissance de leur enfant en se disant je veux que mon enfant aille là, qu'il ait accès à ce mix culturel et intellectuel là. Et donc tout ça, ça fait une espèce de bouillon de culture qui est finalement peut-être moins élitiste que les gens se l'imaginent. Pedro Novo, vous êtes d'accord avec ça, vous qui êtes un ancien également? Oui, absolument sur ce que vient de dire Yassou. C'est naturellement beaucoup plus disparate et socialement j'entends, même s'il y a un dénominateur commun parce qu'il y a un prix, et que selon les destinations, selon les pays, selon les régions, l'accès au lycée français représente un investissement tout à fait significatif et des réalités différentes selon les continents. Mais j'aimerais rebondir sur ce qui a été dit avec beaucoup de précision d'ailleurs. Je le dirais sans doute moins bien, mais l'ouverture d'esprit que cela permet d'offrir, le dénominateur commun d'une culture et d'une langue qui est un asset partagé, qui constitue ainsi j'ai envie de dire un tronc commun, ou plutôt un étendard finalement qui est partagé, extrêmement précieux autour d'une langue, autour d'une culture, autour d'un message. Et je crois que ce qui est partagé à travers ce réseau, c'est d'abord une culture agile, flexible, qui a une valeur
incroyable dans un monde qui devient de plus en plus ouvert et complexe, où cette agilité est particulièrement recherchée. Je peux vous garantir que ça constitue un asset extrêmement jalousé par beaucoup d'autres cultures. Alors, on estime, je crois, le nombre des anciens élèves des lycées français dans le monde à 600 000 environ. C'est quand même un chiffre conséquent qui constitue aussi un réseau important. Alors, il y a évidemment justement cette association qui nous réunit aujourd'hui, l'Union ALFM, qui compte, je crois, 8000 membres. On est loin d'avoir réuni justement tous ces anciens aujourd'hui, mais si ces anciens des lycées français se réunissaient un peu plus, j'imagine que dans le monde des affaires, ça c'est forcément un atout, parce que si on va à la rencontre de quelqu'un, on parle français dans un échange commercial international, et qu'on se rend compte qu'on a été dans une université francophone commune ou dans un lycée français et l'un ou et l'une et l'autre, j'imagine que ça crée une connivence ou déjà une complicité en tout cas. Ça n'est pas toujours une évidence. Les réseaux, ça se cultive. Et il est tout à fait important, par conséquent, qu'une association comme celle qui nous réunit aujourd'hui ait cette volonté de travailler à ce que le réseau soit réellement perçu comme tel et comme un atout par ses membres et qu'ils puissent l'exploiter au mieux. Ça nécessite en effet un vrai chantier avec des initiatives telles que celle-ci. Eliassou, justement, vous qui avez une double culture, nigériane anglophone et française francophone, est-ce que vous voyez, à travers justement aussi l'association à laquelle voilà vous appartenez, Friends of Nigeria, est-ce que vous voyez des grandes différences dans la façon de faire des affaires entre notamment les Français et les Nigérians, ou du moins les francophones et les Nigérians? Oui, j'en vois et je vois des différences de posture en réalité. Ce que je constate et que j'ai pu vraiment découvrir et creuser en étant au bord de Friends of Nigeria Europe, c'est que avoir une langue commune, ça peut aussi donner un faux sentiment de familiarité, en fait. Or, en réalité, il y a autant de différences entre un Français et un Sénégalais, même s'ils parlent la même langue, que entre un Français et un Canadien, quoi. Et d'ailleurs, le but de Friends of Nigeria, c'est de favoriser les relations d'affaires entre la France et le Nigeria. Et une des choses que l'association fait beaucoup, c'est servir de décodeur, particulièrement quand les liens se tissent au départ. Donc je pense qu'il ne faut pas hésiter, quand on est comme ça, on part à la conquête de nouveaux marchés, même si ces marchés partagent la même langue, à être accompagné par des gens qui sont originaires ou qui ont l'habitude de ces marchés. Pedro Novo, je voudrais vous poser la question, vous qui êtes donc chez BPI France, quels sont les désavantages à être francophone dans le monde des affaires? Bon, écoutez, il y a beaucoup de clichés et je crois que ça ne correspond plus beaucoup à la réalité de l'entrepreneuriat français, en tout cas celui avec lequel nous vivons au quotidien. Ça ne correspond plus beaucoup non plus à la réalité des élèves des lycées français qui sont baignés dans une culture et dans des environnements qui sont aux standards internationaux en termes d'attente, en termes d'efficacité, en termes de savoir-être et de savoir-faire. Il y avait aussi un format de timidité lié à la culture française, notamment sur le fait que nous soyons visiblement moins bons que les autres sur l'expression publique. Mais il est vrai que il faut faire à la fois attention aux faux amis d'une part, j'y reviendrai, mais également avoir conscience aussi des réalités des entrepreneurs français. Par contre, et j'en terminerai, il faut faire attention à l'écosystème des PME françaises, assez peu sensibles ou peu à l'aise ou très timides et pas conscientes du potentiel qu'elles ont dans leurs entreprises, que ce soit avec leurs collaborateurs issus de la diaspora, par exemple pour le sujet de l'Afrique, mais pas uniquement, également au Québec ou dans d'autres pays francophones dans le monde, eh bien ça constitue également une richesse dans les PME, souvent sous-exploitée comme relais d'opportunités commerciales ou de projets pour ces PME françaises dans tous les territoires. Et je voudrais
vous posez la question, Georgina Siaba, justement, vous, dans votre carrière, est-ce que vous avez dû affronter ce genre de clichés sur les francophones? Dans ce cas-là, je rejoins totalement Monsieur Novo sur sa thèse des faux amis. Dans le cas de mon expérience à la Potra, lorsque je tourne mon regard vers la Corée, même si ils arrivent à intégrer des talents francophones, il y a quand même des différences culturelles qui créent des petits moments de solitude. Mais là encore, moi, ce serait pour soulever les avantages et les bonnes pratiques propres à l'espace francophone. Par exemple, là où le coréen il est très rigide en matière de négociation et sa rigidité s'en tient à la qualité, à l'innovation que prône la Corée et dans ce cas-là, le collaborateur francophone, lui, il vient quand même amortir les choses pour ce qu'il prône une certaine flexibilité. Encore une petite différence culturelle. Vous savez, en Corée, il y a comme devise et qui touche à tous les domaines, y compris le business. Cette devise, c'est Pali Paliwa. Donc, ça veut dire plus vite, plus fort et très bien fait. Donc, il travaille vraiment sous pression et ont comme facteur d'appréciation la rapidité. Donc, après une séance de négociation, le client coréen peut avoir l'impression d'accabler, d'harceler l'autre partie supposée au contrat. Ça peut être mal interprété, ça peut être une forme de manque de courtoisie commerciale, alors que non, chez eux, c'est forme de rigueur, c'est forme de force. Merci. J'aimerais avoir vos conseils, peut-être ceux que vous donneriez à celles et ceux qui voudraient se lancer dans le monde des affaires et qui sont francophones. Henri Monceau, qu'est-ce que vous leur diriez, vous? Je dirais d'abord d'éviter les préjugés et de cultiver la curiosité. Éviter les préjugés tant vis-à-vis de soi-même, hein, par rapport à ce qui peut être dit ou ressenti sur ce qu'est aujourd'hui le monde et la culture francophone. Ça reste un atout, hein, c'est la compréhension de bien des univers qui sont très utiles dans cette mondialité dans laquelle nous vivons. Et d'autre part, cultiver la curiosité parce que, en réalité, nous sommes face au défi de l'innovation permanente, de la recréation de toute une série d'enjeux. Et cette recréation, elle ne peut pas se faire autrement qu'en s'appuyant vraiment sur des patrimoines. Et on doit vraiment ici parler au pluriel. Hein. Ce qu'a dit Monsieur Novo sur la culture est parfaitement vrai et très profond. Nous devons être conscients qu'il y a là tout un éventail de réalités culturelles et qu'il faut tenter de les appréhender. Je crois que venir d'un ou de plusieurs lycées français, d'avoir eu ce type de parcours, est un parcours qui déjà ouvre à cette curiosité. C'est un atout, mais c'est un atout qu'il faut continuer à développer. Eliassou, quel conseil vous donneriez, vous? Je leur dirais déjà que faire le choix de sortir de sa zone de confort, c'est une preuve de confiance en soi. C'est pas donné à tout le monde, donc déjà bravo d'avoir envie de faire ce pas. Le deuxième conseil que je donnerais peut-être, c'est soyez stratégique en fait. Ce qui vous a amené où vous êtes aujourd'hui dans votre parcours n'est pas forcément ce qui va vous permettre d'avancer plus loin demain. Et aussi, ce qui est un atout formidable dans certaines entreprises ou avec certains partenaires ne l'est pas forcément avec d'autres. Voilà, donc construisez la manière dont vous allez approcher vos partenaires, vos futurs partenaires. Et troisièmement, n'hésitez pas à vous faire entourer, à aller chercher des ressources autour de vous. Il y en a de plus en plus. Bon, je vais évidemment parler de Friends of Nigeria parce que je
considère qu'ils sont absolument formidables, ils sont des gens charmants en plus, donc allez-y, contactez-nous, contactez-les sur les réseaux sociaux, ils sont très faciles d'accès. Et puis il y a de plus en plus de petites structures qui commencent à émerger et qui ont pour vocation à aider les individus ou les très petites entreprises à construire leur empreinte en termes d'image. Donc voilà, ce sont des ressources qui sont à votre disposition. Et comme je disais tout à l'heure, avec Internet qui fait du monde quelque chose de globalisé et sans frontières, vous pouvez accéder à ces ressources et à des coûts moindres aujourd'hui. Georgina Siaba, vous, quels seraient les conseils que vous donneriez alors? Un élève encore dans un lycée français qui souhaite faire du business en termes de coopération économique, premièrement, je lui dirais d'avoir confiance en lui parce que on est plus que des moutons à cinq pattes, on est souvent des diamants rares. L'environnement multiculturel dans lequel on a pu évoluer nous permet plus tard de gérer des portefeuilles dans leur diversité. Aujourd'hui, moi, je suis capable de gérer un portefeuille d'entreprises congolaises et de switcher vers des entreprises ivoiriennes, ensuite revenir vers des entreprises coréennes et pourquoi pas des entreprises aussi chinoises par moment. Deuxièmement, moi, je rejoins également le conseil d'Eleasu qui est de s'entourer, mais je dirais aussi de chercher à s'entourer d'anciens élèves et donc de rejoindre l'union des anciens des lycées français du monde. Moi, c'est pas une association que je découvre, je l'ai expérimenté, j'ai exploité ce réseau et parfois en école de commerce, quand on me faisait cette éducation-là du réseau, j'étais morte de rire au fond de moi parce que je savais que j'avais déjà un lourd bagage et que j'étais vraiment entourée de profils assez rares. Elle l'a dit, il y a des enfants d'ambassadeurs, moi j'étais fille de diplomate, j'avais des copains de classe qui étaient enfants de fonctionnaires internationaux à la Banque mondiale, dans les banques multilatérales de développement, et puis peut-être pas pour en effrayer certains, mais je dirais lorsqu'on se tourne un peu vers le marché de l'emploi asiatique, il faut être un peu développer des capacités de résilience. C'est des environnements de travail complètement différents de ceux qu'on peut avoir en France ou par extension dans l'espace francophone, remplis de stress et de pression. Et je pense que là, c'est le plus grand challenge à remporter lorsqu'on met les pieds sur un marché de travail asiatique. On entend votre avertissement, Georgina Siaba. Pedro Novo, vous, c'est votre travail, hein, justement, de donner ces conseils aux entrepreneurs. Qu'est-ce que vous leur dites? J'ai envie de vous dire une célèbre phrase reprise dans un autre contexte, n'ayez pas peur. D'abord, vous avez été formé, vous êtes aguerri, vous avez des qualités qui sont reconnues, qui sont attendues, et vous n'êtes pas moins bon que d'autres entrepreneurs dans le monde. Vous avez toute la capacité de vous entourer de compétences si vous ne les avez pas en direct. Donc l'attention portée au recrutement, aux gens qui vous entourent. Entourez-vous de gens meilleurs que vous sur certains compartiments de jeu de votre entreprise. C'est une évidence. Il faut l'avoir en tête, mais surtout, ne soyez pas timide sur le fait que vous avez un profil que vous estimez pas assez anglophone, par exemple, et capitalisez sur cet espace francophone considérable qui représente des opportunités de croissance extrêmement importantes, tout en allant creuser dans vos entreprises et dans vos recrutements ce que la jeunesse aujourd'hui francophone peut vous apporter à travers la diaspora qui vient de différents pays du monde pratiquant cette langue partagée. Donc cultivez cette richesse, embarquez-les dans vos projets et soyez fiers de ce que vous êtes et de ce que vous faites. Vous avez une langue formidable qui vous ouvrira les portes de nombreux territoires en termes de business. Il y a des questions adressées par d'anciens élèves des lycées français. Première question, elle s'adresse à Henri Monceau. Henri Monceau, ne pensez-vous pas qu'il faille renforcer les réseaux professionnels francophones de façon majoritairement anglophone? Là, il cite donc Aris Womitso, qui est une ancienne élève du lycée français de Lomé au Togo. Elle cite LinkedIn, Instagram, Facebook Business, de choses. Historiquement, le développement du web, le développement du web
2.0 en particulier, donc les réseaux sociaux, c'est réalisé sur une base anglophone. Et là où certains espaces linguistiques, culturels et politiques, comme par exemple la Chine, ont choisi dans un premier temps de ne pas s'ouvrir à ces réseaux et ont développé les leurs, ce n'est pas le cas pour le reste du monde. Et c'est interpellant, hein, puisque aujourd'hui, je l'évoquais tout à l'heure, 90% du chiffre d'affaires finalement de l'économie des données est capitalisé par deux pays, par les États-Unis pour 64% et par la Chine pour 26%. L'Europe représente 3,4% et l'Afrique 2,3% dans ce schéma. Donc oui, il y a un espace gigantesque à conquérir de la part, je dirais, du monde francophone, mais aussi hispanophone, lusophone et d'autres langues encore. Il faut pouvoir imaginer ça. Mais en attendant, la présence des langues non anglophones et notamment du français sur le web n'est pas ridicule. Hein. C'est la cinquième langue, je crois, dans le cas du français, et francophone, en anglais aussi entendu, est importante. Donc il faut partir des réseaux que nous avons, qui existent, et celui-ci en est un, j'y réinsiste, pour pouvoir aussi imaginer des développements, des solutions, de l'innovation, on en a parlé beaucoup, de la créativité, qui soit spécifique à des besoins propres de territoire. Nous pouvons aussi éviter une certaine standardisation. Nous sommes là à un moment qui est très particulier, qui est cette crise, ces crises, pourrait-on dire, liées à la pandémie de la Covid-19, des crises parce qu'il y a la crise sanitaire, mais il y a la crise économique, il y a une crise sociale, il y a une crise éducationnelle, et ces crises nous interrogent aussi par rapport au type de solutions qui sont réellement utiles, qui fonctionnent en fait. On a vu plein de choses qui ne fonctionnaient pas aussi dans ce moment-là et qui peuvent être repensées, qui peuvent être réimaginées. C'est à partir de là peut-être que des réseaux peuvent se recréer. Dans le cas de la francophonie, nous avons mis en place, il y a un an, au début de cette crise, nous avons mis en place une plateforme Solidarité Covid-19 pour permettre aux innovateurs et aux entrepreneurs de l'ensemble de l'espace francophone, et il y a 74 pays qui participent à cette plateforme, d'échanger, de partager leurs solutions et parfois d'en co-créer. On a vu des projets qui ont été menés en commun par des personnes qui se connaissaient pas du tout au départ, hein, et qui parfois étaient à des endroits très très opposés, enfin très éloignés dans le monde. Donc c'est possible d'avoir ces réseaux, c'est possible de les développer, et donc voilà une bonne idée. Hein. Votre question précédente était de savoir que peuvent faire quels conseils donner à de jeunes entrepreneurs. Ben, c'est notamment d'explorer les zones qui aujourd'hui peuvent encore être défrichées. Il en reste beaucoup. Iléasou, c'est peut-être une question à laquelle vous allez pouvoir répondre. Hein. Peut-être que voilà, vous êtes particulièrement attentive à ce genre de choses, d'informations en ce moment. Il y a cette question de Marie-Gabrielle Kwamejo, qui est ancienne élève du lycée français de Yaoundé au Cameroun, qui parle de la période, et voilà, Henri Monceau l'évoquait, c'est la pandémie mondiale, qui est une période voilà, particulièrement dure, selon Marie-Gabrielle Kwamejo, et notamment pour les étudiants. Elle pose une question toute simple, comment garder de l'optimisme? C'est effectivement une période qui est extrêmement difficile. Elle est d'abord garder en tête qu'elle est difficile pour tout le monde. Elle est difficile pour vous, elle est difficile pour votre voisin du dessus, du bas, du bout de la rue. Donc vous n'êtes pas seul dans cette difficulté. Mais vous pouvez aussi le prendre comme l'occasion de vous occuper de vous-même, de vous occuper de votre santé mentale, qui est quelque chose auquel on ne fait pas suffisamment attention en Afrique.
de prendre le temps de sortir, marcher un petit peu, faire un petit peu de sport, dormir correctement. Voilà, c'est ça que j'entends par s'occuper de soi. Et puis, à défaut de pouvoir passer du temps avec vos proches, les appeler, faire un WhatsApp, ou toutes les autres applications vidéo qui ont vu un essor spectaculaire cette dernière année. Euh, voilà comment on garde le moral, en fait, en renforçant ses fondamentaux. C'est joli, merci Léa Sou. Et une question qui vous est complètement destinée, hein, Georgina Siaba, c'est qu'est-ce qui se joue dans le milieu professionnel lorsqu'on est un francophone en Corée et plus largement asiatique? Ça, c'est Iyab Ali Gadaï, un ancien élève du lycée français du Caire, qui la pose cette question. Ce qui se joue lorsqu'on est francophone dans le monde du travail en Corée, c'est notre différence qui est finalement notre richesse. Pour ne pas revenir sur tout ce qui a été dit auparavant lors de ce panel, mais il faut savoir que les relations Corée-Afrique, Corée-France se creusent de plus en plus. Des accords se nouent de plus en plus. Ils ont besoin du facteur capital humain pour accomplir toutes ces missions de coopération économique. Et encore une fois, je pense que les anciens élèves des lycées français du monde ont toutes les capacités et sont habilités à aller chercher tout ce qu'ils méritent du côté de la Corée, tout simplement du fait de notre richesse culturelle et de notre attachement à cette belle langue qu'est le français. Merci Georgina Sabat. J'en profite justement pour dire que ceux qui veulent adhérer à cette union des anciens des lycées français dans le monde peuvent aller tout simplement sur le site, remplir le formulaire pour participer, pour faire partie de cette famille, hein, des anciens élèves des lycées français dans le monde. Merci à tous donc d'avoir suivi cette table ronde qui était passionnante, hein, qui a amené beaucoup de questionnements, beaucoup qui va être aussi peut-être de réfléchir à ce qu'est le français, ce qu'est aussi cette langue comme véhicule dans le monde des affaires. Merci de nous avoir suivis, merci. Voilà, et comme je le disais tout à l'heure, vous pouvez donc aller sur le site de l'Union à des anciens élèves des lycées français dans le monde pour devenir membre également. Merci à vous d'avoir été avec nous. Au revoir.